émission. Non, non. Salut, bienvenue dans Match après match, le talk show de Blue Sport. Émission un peu spéciale aujourd'hui. J'ai l'impression de me lancer une vidéo YouTube quand je dis ça, mais vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. On est avec Daniel Romano. Salut Dani. Salut. Gabé Chapuzat est là. Salut Gabé. Vincent. Et vous l'avez vu, Jean-Pierre Nsamé qui nous fait la gentillesse d'accepter notre invitation, d'être là dans cette émission. Salut Jean-Pierre. Salut. Un plaisir d'avoir Jean-Pierre Nsamé sur ce plateau, meilleur buteur du championnat suisse, joueur de Young Boys, il faut le rappeler quand même pour tout le monde. Donc je vous disais, émission un peu spéciale parce que voilà, on va poser des questions à Jean-Pierre sur sa saison, sur IB, on va développer un petit peu. Puis pour la première fois, on va pouvoir un peu parler d'IB parce qu'on parle jamais de Young Boys, vu que c'est pas intéressant. Ils sont loin devant, ils vont faire le titre. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit ici chez Blue Sport. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bah oui, en termes de points, parce que IB est trop fort, IB est plus fort que les autres, et en plus, derrière, les autres n'arrivent pas à profiter des faux pas de Young Boys. Saint-Gall, Servette, chaque semaine, IB perd des plumes, et puis derrière, on n'arrive pas à en profiter. C'est tant mieux pour vous. Oui, ça c'est sûr, c'est tant mieux pour nous, mais c'est aussi le sentiment qu'on a aussi, nous, de l'extérieur, parce que ça fait 3 matchs nuls qu'on fait, et puis on a l'impression que chaque fois, le même nombre de points, le même nombre d'écarts reste. Donc finalement, c'est plutôt bon pour nous, vu que les autres se tirent dans les pattes un peu, et puis... Ils se bouffent les points, comme on dit. Hein, voilà, on bouffe les points, et puis nous, on garde toujours notre avance, donc il faut mais quand même, comme ça, mais il faut... Le bilan de ces 5 derniers matchs, hein, Vas-y. J'ai un petit peu regardé, c'est 4 nuls, 1 victoire. Et une victoire, là, c'est un match, j'étais sur le plateau avec Dany, c'était contre Saint-Gall, où vous êtes fait bousculer et balloter dans tous les sens. C'était miraculeux, hein, il aurait pu y avoir 3-0 à la mi-temps. Ce qui veut dire, si je fais le bilan sur ce match, hein, qui a été joué, par l'efficacité d'IB, avec 2 occasions de goal, et puis un penalty très sévère. On ne va pas refaire le sujet de Gertler. Le match était lié. Mais c'est vrai qu'on a vu ce jour-là un IB en grande difficulté. Et depuis, moi, je trouve c'est un petit peu... C'est l'oreiller de paresse. C'est les 13 ou 14 points. Aujourd'hui, c'est 13 points. Moi, ça me fait penser, IB tranquille, il y a moins d'intensité, ça joue au ralenti. J'ai l'impression que c'est une voiture qui joue, c'est le conducteur du dimanche qui roule à 80 à l'heure sur l'autoroute. Sandy Mendy disait un truc hier soir, puis j'aimerais bien vous entendre, Jean-Pierre, à ce sujet. À part ça, tu peux me dire tu. D'accord, ça marche. C'est bon, la porte est ouverte. Voilà. Sandy Mendy disait hier soir que vous jouiez un petit peu, un peu en style en porte-pièce comme ça, sans conviction, et j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Non, franchement, la conviction est liée parce qu'on sait qu'avec 13 points d'avance, tant que le championnat n'est pas validé, t'es jamais champion. Et puis, des accidents, ça peut arriver. Je pense qu'aujourd'hui, on est juste dans une période où, peut-être début de saison, on a commencé très fort, on est resté très haut longtemps. Et puis, comme toutes les équipes, on connaît aussi une phase un peu moins, avec un peu moins de réussite, un peu moins de chance aussi. Mais la chance, ça va aussi avec peut-être la situation... le mindset. Tu la provoques, la chance. Voilà, ou le mindset dans lequel tu te trouves. Parce que hier, je pense que la situation de Fasnacht, où elle tape le poteau, donne un deuxième. Tu la mets un mois en arrière, c'est poteau rentrant. Ouais. Là, c'est poteau sortant. Mais ça montre aussi que voilà, on est dans une période où les choses ne tournent pas forcément dans notre faveur et que voilà. Et comme vous l'avez dit, moi, là où je suis d'accord, c'est que IB profite aussi du fait que derrière, ça ne suit pas. Et cette saison, par rapport à la saison dernière, où il y avait un Zurich qui a fait une anomalie de saison, qui a cartonné, qui a réussi à tenir sa première place. Cette saison, Bâle n'a pas répondu présent du tout. On en a beaucoup parlé. Ça va un petit peu mieux. Hein. Ça va mieux, mais ils n'ont quand même pas répondu présent pendant longtemps. Saint-Gall, on a toujours le sentiment qu'il y a ce plafond de verre, qu'ils n'arrivent pas à passer pour aller chercher ce titre. Et puis derrière, Servette se retrouve à une bonne position. Mais pour moi, comme je pense pour pas mal de Servettiens ou supporters servettiens, n'a pas les armes pour aller chercher vraiment IB au bout de la saison. Donc, j'ai pas le sentiment comme on avait les saisons passées où IB faisait le titre, où vous voliez sur le championnat. Cette saison, c'est aussi dû au fait que derrière, il n'y a pas grand monde pour vous accrocher. Oui, mais c'est pas la première année qu'il n'y a rien derrière. Hein. Ils se sont baladés. Je pense surtout la deuxième année, où ils ont été incroyables, malgré une avance plus que confortable. Ils ont battu tous les records de points, de goals marqués et tout. Ça. Et ce ne sont pas cette équipe-là, comme j'ai dit, je l'ai trouvée minimaliste. J'ai essayé de trouver une explication pourquoi. Bon,
on a dit, OK, le matelas de confort, mais aussi, je trouve que l'entraîneur, et là, c'est pas une attaque personnelle, mais c'est un constat, je trouve qu'il change trop souvent l'équipe. Et je vois Jean-Pierre, il me le dit pas, mais je l'ai compris, il y a une certaine frustration, c'est qu'il a beau marquer 3 goals, le match d'après, il est remplaçant. Donc, moi, c'est une politique, j'ai un peu de peine à suivre. Mais Gabet, c'est le problème d'un effectif qui est trop fourni, ça. Mais non, mais tu joues avec les meilleurs. Oui, mais IB, ils veulent faire cette rotation-là parce qu'ils avaient planifié, j'imagine, Coupe d'Europe. Oui, bien sûr. d'Europe derrière. Il y a plus de Coupe d'Europe. Et même s'ils ont dégraissé, s'ils ont fait un peu de place cet hiver, il y a quand même trop de joueurs de qualité pour mettre certains de ces éléments sur le banc. Mais après, est-ce que justement, comment c'est vécu ce tournus? Moi, j'ai de la peine à m'imaginer. Voilà, tu passes d'un match à un autre, tu as 6 changements. Ouais. En termes de continuité, de cohésion, de compréhension des schémas et tout ça, automatisme, exactement. C'est Oui, bon, je cherchais. Comment ça se fait, ça? Après, Gabé, il a raison, parce que c'est dans une équipe, en fait, quand des joueurs commencent, en fait, il y a des automatismes qui se créent, il y a des liens, des affinités techniques ou dans le jeu ou de placement qui se font. Après, c'est sûr que quand tu as d'une rotation, c'est pas évident de continuer, en fait, à travailler sur ça. Bien sûr, tu peux le travailler la semaine à l'entraînement, mais comme Gabé disait, l'entraînement ne remplace pas le match et c'est pendant le match que tu mets en application forcément ce que tu as fait dans la semaine. Et c'est Non, ça qui parce te fait qu'en jouant progresser. souvent les mêmes, on se trouve les yeux fermés, je m'excuse, à ce niveau-là. Et je pense que c'est pénalisant de tout le temps bouleverser l'équipe. C'est mon point de Il y vue. a un moment, on a senti qu'avec Eaton, ça fonctionnait super bien et que les deux, vous vous trouviez sur le terrain facilement. Tout à coup, Meshak Elia hier. Et voilà, tout à coup, c'est Meshak Elia et c'est pas Eaton. Donc c'est vrai que moi, je rejoins Gabet sur le fait que voilà, ce tournus-là, des fois, on a la peine à le comprendre. D'un autre côté, je peux imaginer les raisons qui font que, mais si IB se retrouve vraiment en difficulté, mettons, il y a une demi-finale contre Bâle, moi, je suis Vicky, et si j'étais Gabet Chapuisat, je mettrais les meilleurs sur le terrain. Et cette association-là, le risque, c'est peut-être qu'elle se casse. Après, je pense que lui, le coach, quand il fait une équipe, il décèle les meilleurs pour lui, pour ce match-là. Donc après, les meilleurs, je pense que c'est toujours en fonction du match qui vient. Mais c'est vrai qu'au niveau des affinités, dans les grandes équipes, tu as toujours, quand tu regardes le Real, Vinicius, Benzema, ou avec Valverde ou Rodrigo, ce sont des joueurs qui jouent relativement tout le temps. Donc maintenant, sur le terrain, ça devient... Aveugle. Ça devient à l'aveugle. Enfin, ils jouent aveuglément. Donc c'est sûr que tu as besoin de ça, mais aujourd'hui, on a une équipe qui est très forte, qui a beaucoup de joueurs de très grande qualité et qui seraient certainement titulaires dans n'importe quelle autre équipe. Mais maintenant, tu as le plafond de essayer de satisfaire tout le monde. Et ça, malheureusement... Mais ça, tu n'arrives jamais, Jean-Pierre. Jean-Pierre, on n'arrive jamais. Par contre, c'est vrai, on est tous d'accord qu'IB a le meilleur effectif. Hein, ça, je crois, c'est inéluctable. Et tout. Mais je pense que cette équipe, moi, j'en attends beaucoup plus. Et puis Jean-Pierre aussi, il aimerait qu'il y ait des animations différentes. Quand il coupe au premier poteau, il n'y a plus les mêmes centres, à part de temps en temps Garcia sur le côté gauche. Mais donc, c'est vrai que la production du jeu est décevante. Mais après, si tu te fais un peu l'avocat du diable, tu dis, OK, oui, on voit, maintenant, on sait en plus que tu t'entends bien avec Cédric Eaton, vu que tu viens de nous le dire, mais nous, on le voit aussi sur le terrain. Hier soir, tu joues pas avec Cédric Eaton, tu joues avec Meshak Elia, tu lui fais une passe de but. Oui, mais parce qu'après Meshak, donc... je le connais, par exemple. C'est parce que ça fait 4 ans qu'il est là, j'ai joué 2 saisons avec lui. Après, c'est quelqu'un que je connais, et puis aussi, dans son évolution, on était beaucoup proches. On a beaucoup travaillé sur le terrain pour que... Vous avez fait un duo incroyable, parce voilà, que c'était un complément idéal, lui, par sa vitesse et tout. C'était quand lui jouait avec Jordi, quand Jordi était là, ou quand je jouais avec Félix, etc. C'est 2 profils qui sont plus explosifs que nous, que moi, et c'était des profils aussi pour prendre la profondeur. Mais c'est vrai qu'il y avait cette entente-là. Donc, pour moi, c'est facile de m'adapter à mon partenaire parce que je cherche en amont à connaître ses points faibles, enfin ses points forts plutôt, et d'essayer de l'aider aussi. Et Meshak, c'est un jeu qui va être beaucoup plus vertical, comme avec Montero, qui est un joueur, malgré sa taille, qui va très vite aussi sur les premiers appuis, qui est aussi explosif. Donc, tu sais que c'est des joueurs d'espace plutôt, et eux, ils ont besoin d'avoir le ballon dans la profondeur. Cédric, c'est différent. On court vite aussi, mais on court pas aussi vite. Un peu moins vite, disons. on va dire un peu moins vite que Meshak et Joël. Donc nous, on va avoir une relation qui va être beaucoup plus dans le jeu combiné. Et ça, je pense que beaucoup de personnes l'ont vu en début de saison, que justement, dans les jeux combinés, on était très bons, on était très forts aussi. Et c'est ce qui a fait qu'on était très dangereux. Mais c'est quelque chose qu'on faisait la semaine.
Des fois, il y avait des entraînements où on abusait même de ce jeu combiné où les partenaires nous disaient, bon, à un moment, il va falloir frapper. Mais nous, on savait qu'en faisant ce jeu combiné-là, c'est ce qui allait nous aider après le week-end. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment, ça réussissait. Mais voilà, on avait cette continuité-là de dire que voilà, on pouvait le répéter semaine après semaine. Et c'est ce qui forcément te met plus en confiance. Et comme Gabé dit, après, quand tu as la balle, tu dévies les yeux fermés, tu sais qu'il est derrière. Tu coupes au premier poteau, tu sais que le centre va arriver. Tu sais que le centre va arriver, ou tu vas au premier, tu sais qu'il va aller au deuxième. Et Cédric, c'était beaucoup ça. Nos mouvements, ils étaient coordonnés. Donc, mais lui, comme moi, et aussi les autres, on essaie toujours de s'adapter à ceux avec qui on joue, même si ce n'est pas le même jeu forcément. Mais c'est vrai que tu peux passer un match où tu vas être plus dans des combinaisons, et un autre match où tu vas être plutôt dans du jeu direct. Bah, il faut savoir s'adapter. Sur la profondeur. Hein. Bon, après, on l'a dit, il y a ce coussin de points qui fait que, à un moment donné, on a le sentiment que voilà, si IB est vraiment en difficulté, ça va toujours marcher. Ça va marcher, vous allez vous réveiller. Parce que Jean-Pierre, il ne le dit pas, il dit oui, il y a l'implication à tous les matchs. Ce qui est surtout, enfin, le sentiment du joueur, c'est sûr, tu l'as. Voilà, on se donne quand même dans les matchs. Mais s'il y a vraiment besoin de points, il y aura l'effort supplémentaire, la course de plus, le but de plus, le sauvetage de plus. Enfin, oui, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être. On a besoin de points. On a besoin de points parce que le championnat, il est. Mais hier, si vous gagnez ce match contre Winterthur pour être champion. Vous le gagnez. Mais vous le gagnez. Tu l'abordes différemment. Vous le gagnez 4-0 ce match-là. Si c'est le match du titre, vous le gagnez 4-0 ce match. Surtout que tu as la chance de marquer le 1-0. Après, il y a eu. Jean-Pierre a. Je ne veux pas dire qu'il a raté, il aurait pu mettre le deuxième, un magnifique arrêt du gardien. Le gardien fait un magnifique arrêt. C'est pour ça que je le dis. Droite, Mais après, rideau, on n'a plus vu IB. Après, déjà en fin de première mi-temps, Winterthur aurait pu revenir. Pour en deuxième mi-temps, il y a l'égalisation qui n'a pas été une surprise. Bon, déjà, ce but, il est important parce que ça met quand même fin à cette drôle de série, cette drôle d'habitude que vous avez d'encaisser toujours le premier de réagir. Et courir après le résultat. Après 4 matchs, c'était déjà important, moi je trouve. Ouais, 4 matchs de suite. Ouais, contre Lugano, à Lucerne et Saint-Gall. Et Zurich. Et justement, ce goal, finalement, il a quand même une importance. Plus que d'être seulement le 1-0, c'est celui qui met fin à cette drôle de série. Et je pense que c'est aussi on montre que du coup, on progresse un petit peu dans le sens, comme tu disais, dans les autres matchs, on avait l'habitude de prendre. Là, on est plutôt dans le positif, si on peut aller dans le positif, de dire on a marqué en premier. Maintenant, c'est marquer en premier, continuer à jouer, continuer à marquer et conserver le résultat, et c'est ce qui va nous... C'était la première étape, mais maintenant, il faut enchaîner après le 1-0. C'est le 2-0 qui fait la différence. Exactement. Ce que eBay faisait régulièrement... C'est pas le score le plus dangereux au foot, non, mais bon, arrêtez. C'est quand même mieux de gagner... C'est quand même mieux de gagner... Parce que si je veux faire la partie avec Liverpool-Real... C'est quand même mieux de gagner 2-0 que de perdre 2-0. Bien sûr, bien sûr. On déteste... Avec Gabin, on dit tout le temps ça dans les émissions. On déteste... C'est le score dangereux. Vincent a mis la pagaille. Non mais attends, du coup je voulais dire quoi? J'ai oublié. Ouais, donc il y a ce but et puis finalement ce goal il arrive. Vous êtes pas bon fondamentalement. On a vu que Winterthur jusqu'à ce goal. Ce goal il arrive un peu contre le cours du jeu. Sur une touche. Sur une touche. Vous l'avez fait 50 fois, puis 50 fois ça a marché. En tout cas vous avez toujours réussi à conclure sans que ça rentre parfois. Mais après, si on regarde par exemple la fin du match, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Vincent. Ton coach, à la fin, il a toi devant, il a Eaton, il a toujours Fasnacht, il a Montero. Enfin, il a vraiment essayé le all-in. Maximum, ouais. Voilà, et puis c'est juste que je partage tout à fait l'avis de Vincent. C'est un match dans un parcours, ça. C'est un match dans la saison. Mais si c'est le match décisif, si c'est le match que vous devez gagner, vous le gagnez 3, 4, 5-0. Il faut qu'ils reprennent l'habitude. Donc ça va. Je pense que la première victime, ça sera samedi prochain à 18h. Donc on va travailler. On parlera de ça après. Non, mais j'entends, je fais un rapprochement par rapport Il a fait une passe décisive, comme on dit. Voilà. Parfait. Mais je pense qu'on va parler un peu plus de toi, puisque tu as donné la permission qu'on te tutoie. Ce passage, ce retour à IB, comment tu le vis? Il n'est jamais parti. Non, c'est vrai, c'est un peu le Oui, en fait, oui. J'ai ce sentiment-là, mais pour rejoindre un peu ce que Gabé disait, après Venise, en fait, j'avais besoin de me retrouver dans un endroit où je serais stimulé. Alors, pour l'anecdote, je discutais avec mon agent, on discutait de savoir ce qu'on fait, c'était l'été, et je lui disais, je pense que dans le foot, ce qu'il y a de plus dur, c'est d'aller réussir là où tu as déjà réussi.
Et je lui ai dit, mais je pense que c'est ça qu'il me faut. Après le passage à Venise, j'avais besoin de retourner dans un endroit où je me sens bien, où je me sens à la maison, et où, qu'on le veuille ou non, avant la blessure, il y avait déjà des choses qui s'étaient passées, donc forcément l'attente allait être là. Et quand je suis revenu, j'ai senti justement cet engouement, même quand les premières semaines, quand je croisais des supporters, etc., ils me voyaient, ils me demandaient si j'allais rester, et que je dis oui, je suis rentré. Et il y avait cet engouement-là. Et justement, je me suis dit, moi, je voulais répondre en fait à cet engouement-là en travaillant et en étant performant sur le terrain. Et moi, j'avais besoin de me mettre dans cette situation-là pour sortir de ma zone de confort et pour pas rester sur mes acquis avant la blessure. Et je voulais montrer que j'étais capable de progresser encore après une blessure comme celle que j'ai eue. Après ce voyage-là, c'était important de retrouver. Tu retrouves la maison, tes meubles, tes potes et tout ça. Et je pense qu'il n'y a rien de plus motivant et plus facile à se remettre dans le coup. Hein. Oui, l'environnement aide, c'est sûr, l'environnement aide. Mais moi, c'était justement la vision que j'avais, c'était ça, c'est de me dire, tu retournes à la maison dans un endroit où tu as déjà. Mais pas la peur d'être lassé non plus. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose où tu avais presque fini une histoire. Enfin, il est attaché au club. Il est parti en courte saison, mais je veux dire, tu avais déjà tellement fait pour IB. Le fait de revenir ici, il n'y a pas une lassitude Non, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me repose sur mes acquis. Justement, je cherche toujours à sortir de ma zone de confort, à essayer de me dire il faut que chaque année, je trouve un axe de progression que peut-être que je n'ai pas eu l'année précédente pour toujours chercher à être meilleur et toujours à progresser. Une nouvelle motivation. Voilà, une nouvelle motivation. Et j'avais besoin de me dire que, en fait, je voulais pas écrire la suite de ce que j'avais fait avant ma blessure, mais je voulais écrire autre chose, en fait. Et c'était vraiment ce qui me motivait. En fait, c'est comme si je venais d'arriver de Servette. C'est vraiment cette motivation que j'ai trouvée. Je me suis dit, je prends ça comme si mon transfert, je me revois à 24 ans quand je suis arrivé, et je me dis, voilà, je viens d'arriver au club, il y a un championnat, une histoire à aller écrire, et je veux écrire une nouvelle histoire et montrer que, voilà. Sauf qu'en 2017, quand tu arrives de Servette, c'était difficile de se faire une place de titulaire. Hein. Oui, il y avait Guillaume. Il y avait Waro et tout ça. Bon, tu as mis les goals importants, hein, mais c'était malheureusement un rôle, je ne veux pas dire de remplaçant, de deuxième joker, couteau, entre guillemets, joker. Oui, mais parce que le coach adjudicteur m'avait fait comprendre aussi qu'il y avait une bien sûr. Hiérarchie. Mais ça a duré qu'une année. Après, voilà, et c'est vrai que la hiérarchie, en fait, la hiérarchie, je ne l'avais pas encore saisie parce que normalement, quand tu es joueur, tu te dis quand tu marques, quand tu es performant. Et puis, toi, à la pause, je crois, j'étais co-meilleur buteur de Super League avec Simon Erap. Et puis après, tu te dis, il y a une hiérarchie, il y a Guillaume qui est là, il a déjà beaucoup fait pour le club, etc. Tout ça, il faut respecter tout ça aussi. Et donc, pour moi, c'était clair. Donc, je savais que Guillaume était numéro 1, moi, j'étais numéro 2. Il fallait attendre la chance. Il fallait numéro 1. Voilà, il fallait attendre la chance, mais tout en restant motivé, en lui faisant comprendre que, c'est numéro 1, continue à être performant parce que moi, j'arrive. C'est tout à ton honneur d'avoir attendu et puis d'avoir ensuite su saisir ta chance. Puis comme tu dis, après, sortir de ta zone de confort, c'est aussi quelque chose qui t'a amené à partir en Italie. En Italie aussi, oui, justement. Cette expérience-là, elle était pas facile, j'imagine. Elle n'était pas facile parce qu'en partant, en fait, tu pars avec un discours qui est plutôt positif. C'est-à-dire qu'il y a un coach qui veut t'utiliser, qui te dit tout ce que tu as besoin d'entendre au téléphone. Et puis tu arrives dans les premiers jours, il est très content parce qu'il voit les qualités qu'il a vues en fait, à l'entraînement. Et puis après, il y a, je pense aussi, l'enchaînement de mauvais résultats qui fait qu'il se retrouve sous pression. Et puis, il préfère s'appuyer sur les joueurs qui l'ont fait monter plutôt que sur les joueurs qu'il a ramenés pour l'aider. Parce qu'il y avait mon cas, mais il y avait le cas de Nani aussi qui était là. Je comprends, je l'ai vu s'entraîner. Tu te dis, mais attends, à 34 ans, comment ça se fait qu'il ne joue pas? Et il le traitait comme si c'était un joueur de 20 ans. Donc, et puis, à cause de notre situation respective, en fait, Nani et moi, on est devenus très, très proches, on se parlait beaucoup. Donc voilà. Mais je pense que le problème pour Jean-Pierre c'est qu'il n'est pas arrivé dans les meilleures conditions. Et puis, je ne suis pas arrivé dans les meilleures physiques. conditions. Il sortait quand même d'une blessure
grave. Hein. Je crois qu'une rupture tendon d'Achille, c'est pas une opération des amygdales. Hein. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Hein. Bon exemple. Ouais. Je ne sais pas où tu allais, mais c'était un bon exemple. Il y a des regrets de ce départ à Venise, Jean-Pierre, maintenant parce que... Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un, j'essaie toujours de tirer le positif, en fait. Et comme Gabriel disait, en fait, de cette expérience, je me suis dit que, voilà, j'ai vu ce que c'était que d'être dans une top league. J'ai vu comment ça se passait, même si je pense que Venise, ce n'est pas le cas de toutes les équipes en Italie, et c'est pas comme ça que ça fonctionne partout. Mais de me dire que je suis sorti de cette zone de confort parce que j'avais besoin de me concentrer sur mon retour, sur ma blessure, sur le fait de retravailler, de revenir physiquement. Et ça a été là, en fait, tout l'enjeu de ma réflexion. Aller dans un championnat qui allait me mettre dans le dur, à la fois physiquement, mais qui allait me permettre de travailler aussi et d'être bien physiquement. Et je pense que l'Italie, c'était la destination parfaite, mais aucun regret parce que j'ai... Si, quand même, un petit peu plus de temps de jeu, ça aurait été plus sympa, non? Bien sûr, là, on est d'accord. Sur le choix de la... oui. Mais sur le choix de ce que j'avais en tête, de ce que je projetais, moi, par rapport pour l'après, en fait, c'était la bonne destination. Et moi, je suis sorti frustré de cette expérience, mais très heureux parce que quand vous avez un joueur comme Nani parce que Nani m'a surpris à me parler de ma carrière, de ce que j'avais fait à Young Boys. Et il m'a vu tous les jours et qui vient vous dire que je comprends pourquoi tu as réalisé tout ce que tu as réalisé avant. Parce que quand je te vois travailler, en fait, il n'y a pas de secret. Et qui, en quelque sorte, vous valide. Je suis reparti de l'Italie avec bien plus que ce que je t'allais chercher. Ouais, tu n'as plus besoin de prendre le Vaporetto pour aller à l'entraînement maintenant. C'est ça. C'est ça. Maintenant, je peux aller en voiture tranquillement. J'ai une autre question à te poser. Ça concerne cette expérience à la Coupe du Monde. Alors voilà, t'as pas joué, mais être là-bas... Il a fait les photos d'équipe. Hein. Du monde. Ça, c'est important. Tu fais partie d'un cadre. Tu fais partie du cadre. C'est énorme, c'est énorme. Enfin, voilà, il y a peu de joueurs de Super League qui ont participé à cette Coupe du Monde. C'était comment? Raconte-nous un petit peu. Franchement, la Coupe du Monde, c'était génial. Et quand je disais à ma famille, si on m'avait dit à 10 ans, quand j'ai commencé le foot, que j'allais faire une Coupe du Monde plus tard, je vais essayer. Mais après, j'ai deux regards par rapport à ça. Le regard du petit garçon que j'étais, qui est comblé parce qu'il se dit, voilà, je suis allé à une Coupe du Monde, c'était génial, un rêve, l'ambiance, les stades. Et franchement, je ne sais pas comment c'était les Coupes du Monde parce que je n'ai pas fait les autres. Mais ce que le Qatar, ils ont fait et qu'ils ont mis, et au niveau des infrastructures des stades, c'est incroyable. Franchement, et puis certains qui ont fait d'autres Coupes du Monde, d'autres joueurs qui ont dit que c'était la meilleure Coupe du Monde à laquelle ils ont assisté, même si le moment où elle était placée n'était pas forcément le mieux. Mais pour moi, oui, le petit garçon que j'étais était comblé. Maintenant, le joueur que je suis, à ce moment-là, la manière dont j'ai travaillé pour revenir avec les performances que j'avais faites, bien sûr que j'en repars frustré parce que... Surtout qu'il y avait la Suisse dans le groupe. Hein. Surtout qu'il y avait la Suisse et que c'était un match important. Et d'ailleurs, beaucoup de Suisses ne voulaient pas que je joue. C'est la preuve qu'on te craint. Beaucoup de Suisses ne voulaient pas que je joue. Donc je recevais beaucoup de messages. Mais il y a eu quelques problèmes après la défaite contre la Suisse. Il y a le gardien, comme c'est Onana, qui était renvoyé au pays, je crois, tout simplement. En fait, il est parti après le match de la Serbie, 2 jours. Avant la Suisse. Non, mais... C'était la défaite de la Suisse qui a un petit peu mis la pagaille dans le vestiaire. Oui, mais parce qu'Onana, en fait, quand vous discutez avec lui, c'est quelqu'un qui est très exigeant. Il vous parle vraiment de foot. Et moi, j'ai 2-3 discussions avec lui où vous parle de foot, de progression. Et puis, voilà, on sentait simplement qu'il n'était pas en adéquation avec forcément les décisions, avec forcément ce qui était fait. Et je pense que sa décision était prise peut-être bien avant la Coupe du Monde d'arrêter. Après la Coupe du Monde. Je rappelle que le grand chef Eto'o, qui était un immense joueur, on est bien d'accord, il a dit on peut être champion du monde. Donc lui, il est parti en disant j'ai les guerriers. Mais oui, bon. Ouais, mais pour être champion du monde, il faut non, mais c'était le message d'Eto'o, il a dit. Il faut plus que ça. Il faut plus que ce qu'on a. Oui, ça, on a compris. Sur le terrain et en dehors du terrain. Oui, bien sûr. Bon, puis la suite pour Jean-Pierre Nsamé, c'est quoi alors? Parce qu'on a fait le passage à Venise IB quand t'es arrivé de Servette. Real Madrid. Non, la suite, c'est de continuer. Aujourd'hui, moi, j'ai pour objectif d'aider le club
à retrouver sa place. Et puis j'espère qu'on va pouvoir le faire très vite. Il y a Champions League, hein. Il y a aussi la Coupe et l'Europe aussi. Et après, j'ai envie de te dire, je te passe le numéro de mon agent, tu vois avec lui. Parce que là, Je passe pour aucun club. Là, après, pour non, si tu veux discuter pour savoir ce qu'il Non, projette. mais il y a peut-être une magnifique offre. Je crois qu'eBay sont très ouverts. Hein. S'il y a une offre super intéressante pour le joueur et pour le club, l'affaire se fera. Donc, c'est tout le... T'as des infos, toi. Non, mais il faut que tout le monde trouve son compte, Oui, comme oui. on dit. Voilà. Ben, il faut espérer pour Jean-Pierre. Bon, il faut que ton club et toi-même vous réveillez puis vous mettez en tout cas, un fin de championnat. Le club, c'est que... Tambour battant, comme on dit. Par le passé, je me suis toujours tourné vers le club parce que, comme tu l'as dit au début, ils savent l'histoire que j'ai avec le club, cette histoire spéciale aussi que j'ai avec eux, parce que j'ai grandi aussi dans ce club-là. Maintenant, je pense que c'est plutôt, si je peux dire ça comme ça, c'est plutôt eux qui vont décider de la suite, si je peux dire ça comme ça, et plutôt que moi. Je pense que moi... C'est fou parce qu'à chaque fois qu'on parle d'IB, du club avec les joueurs, on nous dit la même chose, c'est que la communication elle est bonne, elle est saine, elle est claire, que ça fonctionne bien à IB. Mais pourquoi? C'est facile à expliquer. C'est parce qu'il n'y a pas 56 000 dirigeants, le club est dirigé par 3 footeux. Et c'est quand même plus facile. Ça, c'est sûr, c'est plus Il y a un club où il n'y a pas 56 000 dirigeants. Et oui, vous voyez et il y a 3 footeux. C'est ma transition. Le plat du pied sur la base. Quand on joue au plus haut niveau, hein, je parle Fischer, Von Bergen et puis un dénommé Stéphane Chapuisat. C'est vrai que pour les joueurs, c'est quand même rassurant que, dans le fond, que tu es jugé et aidé par des gens qui sont du milieu. Et j'ai tenté une fine transition. Attends, vas-y, on refait. Alors, donc il y a un club qui est géré par... ils ne sont pas nombreux non plus, et ils s'appellent les Constantins. Voilà. Et donc, je vous propose qu'on parle un peu de Sion, où on a appris donc, cette semaine, d'abord que Fabio Celestini était écarté pour prendre du recul. Vacances. Pour une semaine. Une semaine de vacances. Et finalement, ça a été annoncé qu'il d'un commun accord, le club s'est séparé donc, de son coach. C'est une nouvelle qu'on attendait tous. C'était assez évident que Fabio Celestini n'allait pas reprendre l'équipe lundi. Comme salut les gars, rien. bon, alors. Hello. J'ai fait 3 broches cette semaine, je suis content de vous revoir. Voilà. Donc, situation à Sion. Moi, mon sentiment, c'est qu'on repart dans ce cirque perpétuel et ça dure depuis 5-6 ans. Et à chaque fois, très franchement, je comprends l'amour de Christian Constantin pour son club et je comprends ce qu'il veut faire. Il veut des résultats, il met les moyens pour. Mais je ne pense pas qu'il mette ses forces au bon endroit. C'est les émotions, en fait. Je pense, parce que je ne parle pas tous les jours avec Christian Constantin. C'est quelqu'un qui, malgré tout, est très attaché à son club et qui connaît le foot. Et en fait, il connaît tellement bien le foot, mais après, le problème, c'est que quand tu as le côté émotif qui vient se greffer là-dedans, c'est là que tout part un petit peu en cacahuète. Et là, par exemple... d'être allé chercher Fabio Celestini pour remplacer Paolo Tramezzani, on l'a dit, redit, ce changement de philosophie, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon profil, c'était pas le bon coach. À ce moment-là, finalement, il y avait d'autres coachs qui étaient sur la shortlist. Je vais pas les dire, je sais pas s'ils étaient sortis dans la presse. Il y avait un Italien, un coach italien qui a coaché notamment la Juve, Monaco aussi, qui est grisonnant et qui est approche de la septantaine, je crois. Il a fait le titre avec Leicester. Voilà, il y avait notamment lui. On va parler d'un... Voilà. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. On l'a tous connu. Et en fait, Mais il a 92 ans bientôt. Mais oui, et alors est-ce que... Bon, pour moi déjà, avec Tramezzani, il s'est passé des choses qu'on sait ou qu'on ne sait pas. C'était, pour moi, une des seules fois où j'ai vu un FC Sion où il y avait un esprit, où il y avait une équipe, où il y avait quelque chose, il y avait un noyau, il y avait quelque chose qui commençait à se former, qui tournait bien. Et en fait, après, il y a eu les arrivées de Cyprien, de Balotelli, tout ça. Mais ce 7-2, là, ce 7-2, vous enlevez ce 7-2, eh bien, Sion est encore dans le coup, il n'y a pas de problème, tu as le droit de perdre, tu as le droit de rater une fois. Nous, on rate des fois un commentaire de match, on se trompe et tout, tu te plantes. Il y a eu peut-être d'autres choses qui ont amené à ça, mais peut-être qu'en discutant, il y avait moyen de sauver les meubles, de coller les morceaux. Et là, on se dirige vers quoi ?
vers un retour de Paolo Tramezzani au FC Sion. Donc on fait machine arrière constamment. Bon, bah, si on les entraîneurs. Et le souvent, problème... hein, c'est un scénario connu. Manchester, on a pris 7, ils ont. Je pense pas qu'ils virent Ten Hag demain. Ouais, mais Non. Manchester, ils sont Non, mais attention, quatrième. moi, le FC Sion, pour moi, le problème, bon, ça fait 5 ans que c'est le même scénario. Hein, 5 ans qu'on lutte pour... Bon, cette année, il n'y a pas de relégation directe. Hein, c'est peut-être une chance. Hein, c'est les barrages. Hein, on est bien d'accord. C'est jamais. Mais je parle des barrages hein, cette année. Ouais. Enfin bref, tout est possible. Bon, aujourd'hui, ils ont picoré, c'est le cas de dire, un point. Ouais, oui, bah, avec une première mi-temps absolument catastrophique dans la lignée de ce qui avait été fait jusque-là. Et puis là, Constantin, il s'est rendu compte quand même, c'est vrai, il a pris le pari, il s'est rendu compte que ça n'allait plus. Donc à la mi-temps, il avait les choix qu'il fallait faire. J'ai sorti Balotelli, j'ai sorti Cyprien, j'ai sorti Tatinga. Puis on a vu, rien qu'avec, par exemple, Sio qui a remplacé Balotelli, après 2 minutes, il avait déjà couru 3 fois plus que Balotelli. Donc c'était déjà... Et puis, les gens, sans être extraordinaire, Suarez sur le côté gauche, nous a fait des débords, ce qu'on n'avait rien vu. C'était 45 minutes de misère. Et là, rien qu'avec... ben voilà. Et pour moi, le problème, c'est Balotelli. Le type, il ne court pas. Il a double pneu. Il râle. J'ai entendu parler de cette expression double pneu. Il râle. Non, moi, sincèrement, en étant joueur, un coéquipier comme ça, je m'excuse, qui se fout de la gueule parce qu'il ne court pas 1 mètre et qui fait que râler parce qu'il veut tous les... Non, l'état d'esprit est catastrophique. Le problème de Balotelli, c'est qu'on en a énormément parlé, hein, mais il y a eu un moment où quand même, ça n'a pas été très long, on a senti une forme d'implication. Physiquement, de toute façon, courir, il ne va pas le faire. Mais alors, il faut se préparer pour ça. Oui, il y a eu c'est des petits moments dans les matchs, mais il y a eu des passes magnifiques, il y a eu des ouvertures, il y a eu des trucs, des déviations où tu te dis, ah, mais ce gars-là, il a un ballon de fou. Le problème, c'est qu'après, il s'est Moi, j'ai vu 2 trucs extraordinaires. Et maintenant, même ces passes-là, il n'arrive plus à les faire dans les matchs. J'ai vu faire un truc extraordinaire quand Sion était malmené 4-1 à Getse. C'est lui qui a mis le 4-2. Mais il a mis en goal vraiment de grande classe. Oui, le je type me rappelle. C'était une passe de Lavanchi. Il a fait contrôle orienté, enchaînement. Tu dis, OK, ça, c'est Balotelli. C'est ce qu'on veut voir. Malheureusement, c'était trop rare. Mais oui, mais après, vous parlez de Balotelli, vous parlez des joueurs. Moi, j'insiste peut-être un petit peu là-dessus, mais Fabio Celestini ne faisait pas l'unanimité dans le vestiaire. Les joueurs ont très vite, certains joueurs se sont très vite rendus compte que ça n'allait pas marcher. Il y a des joueurs qui demandent le retour de Tramezzani. Et c'est là qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'on va revenir encore une fois. Puis on perd tellement de temps et de l'énergie. Ce que tu as dit avant est super intéressant, c'est que Christian Constantin, en fait, c'est le supporter numéro 1 de son club. Oui. Mais c'est un supporter particulier parce qu'il a du pouvoir. Et il a quasiment pas tous les pouvoirs, il a tout le pouvoir. Il a tout le pouvoir. Ok, allons-y. Il a même le pouvoir de ne pas venir aux interviews à la fin des matchs. C'est vrai. Ouais, et le problème, c'est que des hein. supporters qui disent des bêtises ou qui pensent des bêtises sur leur propre club, on en entend tout le temps. Je veux dire, il y a des gens, ils ont des avis sur leur club. Ouais, lui, il doit jouer, lui, il doit pas jouer, machin. Mais Constantin, il peut le faire, ça. Et le problème, c'est que des fois, le cœur, il parle trop, comme tu l'as dit, et il prend des décisions qui, pragmatiquement, sont mauvaises. Vraiment. Et ce changement d'entraîneur, par exemple, c'en est un. Mais c'est ça qui est malheureux. Moi, ça me rend triste pour lui. Parce que fondamentalement, tout le monde aime Christian Constantin. Puis on n'a pas envie de le voir dans cet état-là. Son club non plus. Et son club non plus. Et en tant que, je ne parle pas comme entraîneur, non. L'entraîneur entraîne, le président préside, non. Oui. Là, c'était... Mais tu sais que je les avais trouvés, par contre, contre nous au Vendôme, je les avais trouvés solides. Vous avez fait un bon match, hein? Vous avez fait un bon match contre nous au Vendôme quand on fait le 1-1, là. Ouais. Franchement, je les avais trouvés solides. Je les avais trouvés. Après, c'était l'ancien coach, justement, Tramezzani, ouais. Mais je les avais trouvés agressifs, vraiment très, très structurés, très durs à manœuvrer aussi, parce qu'ils nous avaient posé pas mal de problèmes. Et sur Balotelli, tu voyais que techniquement, c'est un joueur qui pouvait trouver des passes qui font mal. Mais après, oui, c'est sûr que, comme tu dis, voilà, quand si tu joues à 9. Mais tu vois ce que. C'est rude, mais ouais. C'est un peu vrai. Aujourd'hui, il joue à 9 en première mi-temps. C'est pour aller dans le sens de ce que Gabé dit. Mais si l'entraîneur, président, enfin bref, Christian, il a investi des sommes considérables. Chaque année, au niveau des transferts, on dit, ça fait 5 ans qu'on dit, parce qu'on voit les lacunes actuelles, défensives par exemple. Ça fait 5 ans qu'on lui dit, il faut un patron de défense. J'attends toujours.
Mais après, c'est pas le seul qui met des moyens dans un club. Genre, il y a pas mal de clubs qui ont des moyens et qui mettent de l'argent. Le problème, c'est que lui, c'est un mécène et qu'il est seul à amener des fonds. Mais c'est quand même lui qui s'occupait un petit peu des transferts et tout. Je ne sais pas qui c'est qui l'aide, mais j'entends dans la structure de l'équipe, pour moi, il y a des lacunes qui n'ont jamais été comblées. C'est ça que je voulais dire. Avec le même argent, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Oui, mais c'est là qu'intervient justement, je pense, ce côté émotif. Et je me souviens avoir eu des discussions où, même à un moment donné, ça a été dit dans la presse, on a dû s'écarter de gens qui étaient malveillants. Il y avait trop de monde autour du club. Il y avait trop de monde qui en fait, ne pensait qu'à ses propres intérêts. Donc, il a fallu d'abord s'écarter un petit peu de toutes ces personnes-là. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, moi, je vous avoue que cette saison, je me suis dit, c'est bon. Parce que Tramezzani a sauvé, encore une fois, le FC Sion l'année passée. C'était le mec qui était arrivé pour la mission commando. Miraculeux, on est bien d'accord. Miraculeux, on s'en fiche, il les a sauvés. Après... OK, tu joues trop défensif, nous on veut voir un peu plus de beaux jeux, on veut divertir nos supporters. OK, il se remet en question parce que Tramezzani, c'est ce que n'a pas fait Celestini. Celestini est arrivé, c'est ma philosophie, peu importe les joueurs que j'ai, je fais ça. Tramezzani, il s'est remis en question et il a joué. Si, le 4-3-3, avec Poa, Gergic, Araz, en début de saison, ça marche du feu de Dieu. Jusqu'à la pause des équipes nationales, il y a tout qui roule. 8 matchs, 14 points, on est bien d'accord. Donc, pas sûr que Celestini, il ait réellement pu imposer ses idées. Parce que... Mais après, ça qui a mis le brassard de capitaine à Mario Balotelli? Tu peux pas dire Mario Balotelli, il jouera pas tant qu'il n'est pas en forme, tant qu'il est dans cet état de forme, je le fais pas jouer. Après, il joue pas, il n'est pas convoqué, tout à coup, il est capitaine. Il n'a jamais été capitaine nulle part, Balotelli. Mais tu peux pas le mettre capitaine, il faut être exemplaire pour ça. Alors c'était peut-être pour aller le piquer, tu vois, peut-être c'est pour lui dire, OK, je vais te... complètement ça. Mais comment c'est pas un gars qui va montrer l'exemple. Enfin, c'est pas un type enfin, je sais pas, j'ai pas un autre exemple. C'est pas l'image du club, voilà. Ouais, tu vois les petits croche-pattes à droite, le petit coup de coude à gauche, tout ça, toutes ces réactions, et puis la manière d'attaquer l'arbitre verbalement, tout ça. Voilà, c'est ça que j'ai pas compris, en fait. Donc, quand je te dis que Celestini, c'est pas adapté, Tramezzani, lui, il l'a fait. On lui a demandé de faire quelque chose, il l'a fait. Il a d'autres torts, mais il n'a pas le tort d'avoir, en tout cas, essayé de s'adapter, de changer. Et cette équipe, elle fonctionnait. Et c'est pour ça que ça me chagrine encore plus. Et que finalement, je suis peut-être le plus frustré. Je suis pas valaisan et je suis monstre frustré de voir où est cette équipe aujourd'hui, alors qu'il y avait tout pour bien faire. Bon, le dernier match, le 7-2, a fait très mal. On est bien d'accord, c'était le dernier match avant la pause. Bon, Tramezzani, peut-être là, il a fait une erreur, c'est que, c'est, comme on dit, cassé en vacances. Oui. C'était pas, mais je pense, la meilleure des solutions vis-à-vis du président. On s'est déjà trompé, Jean-Pierre. Tu as déjà fait des erreurs dans ta vie. Bien sûr. Tu t'es déjà planté, ton équipe a déjà pris une fois une casquette. Bon, là, je peux te Ton équipe a déjà encaissé 2 buts. Ton équipe a déjà encaissé 2 buts. 2 buts, oui, certainement. Contre Zurich, cette saison, c'était la seule fois. Et puis, t'en as raté 3, hein? Voilà, oui, non, mais j'en ai déjà raté. Voilà, t'as raté des pénaltys, j'en sais rien, t'as fait des erreurs. Oui, pénalty, il a raté. Non, mais voilà, il faut... Moi, contre Winterthur, il est marqué, le pénalty. Oui, d'accord, mais t'en as raté. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde a le droit de se planter. Donc, il faut aussi, des fois, voilà, c'est le côté, encore une fois, on y revient, le côté émotionnel. Il faut prendre du recul, il faut prendre une nuit, il faut dormir. OK, le gars se barre en vacances, le gars m'a fait un 7-2. Mais Tramezzani, après le 7-2, il allait en conférence de presse. Celestini, après le 4-0, il allait en conférence de presse. Et moi, j'aurais bien voulu que Christian Constantin, et là aussi, peut-être que je ne peux pas l'affirmer. Je me demande, c'est peut-être aussi encore une fois ce côté émotif qui fait qu'il n'est pas allé se présenter là. Mais il était avec la casquette de coach. Et j'aurais bien eu envie de l'entendre dire voilà, ça fait mal, c'est une grosse défaite, encore une fois, l'équipe n'a pas réagi dès qu'elle a pris le premier but. Moi, j'aurais voulu l'entendre. Et c'est après le match de coupe. Hein. Exactement, oui, 3-0 de mercredi. 3-0 de mercredi, oui. Et je ne lui reproche rien. Il a envoyé son fils. Voilà, exactement. Qui répond aux questions. Je reproche rien à Christian Constantin. C'est juste que je suis frustré de ne pas avoir pu l'entendre en tant que coach après ce match-là. Parce que les autres fois, quand il a coaché, il n'a pas perdu et il était toujours allé répondre aux questions, si je me souviens bien. Il aurait pu assumer, c'est vrai. Même dans la défaite, il faut être grand. Voilà. Lui, il n'est qu'entraîneur intérimaire. Il a fait le maximum. Il a essayé de réveiller les gars. S'il y a eu 3-0, c'est en tout cas pas la faute de Christian Constantin. Nous sommes bien d'accord. Encore une fois, le problème, c'est qu'on a ce sentiment de panique un peu. Enfin,
Moi, ça m'embête parce que on éjecte Fabio Celestini après quelques matchs. Et oui, les résultats sont pas là. Non, il n'y a pas les points. Non, il n'y a pas le jeu. C'est comme ça, c'est automate. Oui, mais c'est de nouveau une situation d'urgence où le président il se retrouve à se dire bon, alors je mets qui sur le banc? Bah, j'y vais moi. Parce que les dernières fois que je suis allé, j'ai réussi à faire des points. Non, mais il avait prévu, il ne savait pas très bien. Ouais, mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de... signé en Il n'y a contrat plus de de bruit longue de secours, durée, il n'y a plus rien. Peut-être une question pour toi, Gabé. Alors, comment on se retrouve dans ce genre de situation-là où, en fait, tu demandes à ton entraîneur de prendre du recul, tu vas à toi. Ça veut dire que c'est pas mieux, peut-être, d'avoir déjà ton nouveau coach plutôt que de te retrouver d'abord à aller coacher toi 2 fois. Bah, demande à Bâle. Mais à Bâle, c'est pas David Degan qui est venu se poser sur le banc. Ouais. Ah, pardon, c'était pour Gabé. Non, mais il avait anticipé Degan, dans le sens qu'il avait fait venir Fogel. Oui. C'était Oui, dès qu'il est arrivé, on s'est dit... Mais bien sûr, on avait là. tout compris que ça sentait très mauvais pour Frey. Donc, Fogel, le poste, il était déjà pour lui. Ouais. Non, il faut anticiper. Ça, c'est clair qu'avec Fabio, on savait que ça serait compliqué. Du reste, il n'a pas fait un contrat de longue durée. Mais voilà, il fallait trouver l'homme idéal. Il ne l'a pas trouvé. Un échec pour tout le monde. Mais bon, le club... Allez, aujourd'hui, ils sont en égalité à 23 points. Ils sont devant Winterthur à cause de goal average. Ouais. Mais, bon, je me dis, en pire que cette année, je me dis, si tu dois faire les barrages, tu risques pas grand-chose. Hein, c'est un avis personnel. Mais j'espère que le club aura d'autres ambitions. Qui tu trouves, hein. Tu as vu, tout le monde revient pas mal. Tu as le LS, Jean-Pierre, prochain adversaire FC Sion. Oui. Dans cette situation-là. Donc logiquement, match piège. Oui, ça c'est sûr que c'est un match piège, parce que tu vas te retrouver face à une équipe qui est, on dit parfois blessée, qui a envie de réagir et qui a envie de montrer autre chose. Qui risque peut-être d'arriver avec un nouvel entraîneur, une nouvelle motivation. C'est ça, et puis on sait que quand il y a un nouvel entraîneur qui vient, c'est un peu toutes les cartes sont rebattues et tous les joueurs veulent se montrer, donc à l'entraînement, parfois on assiste parfois à des tacles seniors à l'entraînement parce qu'on a envie de jouer. Match compliqué, donc. Mais je pense que ça... Oui, un match compliqué parce qu'ils sont aussi dans une phase qui est pas bonne. Après, nous aussi, on n'est pas dans une phase, on n'est pas dans notre meilleure phase. Donc, mais ça sera à nous, à la maison, d'avoir une réaction et de montrer que chez nous, on veut rester souverain. Donc. Vis-à-vis de vos incroyables nombreux supporters, hein, je crois qu'un IB n'a jamais eu autant. C'est record d'abonnements. Record. Ouais. Non, après 3 matchs. Tout va mal à Berne. 3 matchs nuls et des performances relativement médiocres. L'équipe, elle doit montrer beaucoup plus à ses supporters, on est bien d'accord. Ils se déplacent hier, ils ont... Bon, le seul moment où vous avez brillé, c'est quand les supporters... J'attendais. Les feux d'artifice. Et on va finir sur ce feu d'artifice. Non, vraiment, c'est l'heure. Merci beaucoup, Jean-Pierre Ensame, d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Merci, Dany. Merci, Gabé. On se retrouve, évidemment, dans Match après match que vous retrouvez sur Spotify, c'est le plus simple, ou sur YouTube le lundi. Merci d'avoir été des nôtres. On vous souhaite une super fin de soirée sur Blue Sport. Bye. Merci, les gars. Bonne question, piège. Hein. On aura pu. C'est dommage, on a...